Bonjour à tous, bienvenue à ce cours d'introduction au DAX. Avant de démarrer ce cours, il est important de revenir sur des éléments qui ont été abordés durant la première partie de votre formation. Je rappelle ici qu'il s'agissait des éléments fonctionnels et business, mais qui sont des éléments primordiaux à maîtriser avant de faire la pratique. Lors de vos entretiens d'embauche, on ne vous demandera pas de faire forcément des choses techniques. On essaiera de savoir effectivement si vous maîtrisez les fondements du décisionnel. Donc, il est important de bien maîtriser cette partie-là. Néanmoins, je vais quand même réaborder cette partie-là avant qu'on ne commence notre cours sur le DAX. Alors, tout d'abord, les métiers de la BI dans la chaîne décisionnelle. La chaîne décisionnelle, c'est en réalité l'ensemble des infrastructures qui permettent effectivement d'arriver à produire au final des rapports d'aide à la prise de décision. Donc, pour y arriver, il y a plusieurs étapes qui constituent dans la chaîne décisionnelle. La première étape, c'est celle d'un chef de projet. Donc, le chef de projet, il reçoit effectivement la demande du business qui voudrait réaliser, je ne sais pas, un rapport de prise de décision sur l'analyse des ventes, par exemple. Ce chef de projet BI, il a au sein de ses équipes un chef en maîtrise d'ouvrage BI, un consultant MOA BI, qui a pour responsabilité d'aller recueillir le besoin auprès des demandeurs du rapport et les traduire en spécifications fonctionnelles détaillées. Ces spécifications fonctionnelles détaillées vont être orientées en partie vers le développeur d'ETL dont son rôle au quotidien, c'est d'aller extraire les données des sources de données opérationnelles, des CRM, des ERP, des fichiers qui sont utilisés par le métier au quotidien pour faire leurs tâches. L'objectif, c'est d'extraire ces données-là, les transformer et les charger au sein d'un data warehouse. Ce travail ne se fait pas d'un seul coup, elle se fait en passant par une base de données intermédiaire qu'on appelle un staging ou un ODS, et par la suite de cette base intermédiaire, on va les charger dans un data warehouse. Et on a dit effectivement que cette opération de base intermédiaire, elle est faite parce que il faut libérer rapidement les bases de données opérationnelles. Alors, la première étape de cette extraction, elle s'opère, c'est une extra loud, aucune transformation. C'est à la deuxième étape, le passage du staging au data warehouse, que nous allons faire une extraction, une transformation et un chargement. Donc ça, c'est le rôle du développeur d'ETL. Il le fait sur la base des spécifications fonctionnelles détaillées fournies par le consultant MOA BI, qu'on appelle encore analyste fonctionnel BI, et par abus de langage, business analyst BI. Pour ce faire, le développeur ETL a besoin d'une infrastructure. Il a besoin des serveurs d'intégration dans lesquels il va mettre ses jobs d'intégration pour leur demander de s'exécuter à des heures régulières. Il a besoin d'une base de données de staging. Il a besoin d'une base de données pour stocker les données dans le data warehouse. Et toutes ces infrastructures sont mises à disposition via un architecte BI qui a pour rôle de mettre en place ces architectures de solutions. Une fois les données extraites dans le data warehouse, il va se poser maintenant la question de je veux sur mon rapport quoi? Je veux sur mon rapport des indicateurs de performance. Les indicateurs de performance vont être calculés soit à l'intérieur d'un cube. On parle du développement d'un cube, on va agréger la donnée dans le cube. Ce travail est fait par des développeurs de cubes. Ce travail aussi d'agrégation des données peut être fait à l'intérieur du rapport
C'est-à-dire ici, on va importer les données à l'intérieur de notre outil de développement des rapports. Et c'est à l'intérieur de cet outil qu'on va agréger les données. Et c'est à l'intérieur aussi de cet outil qu'on va réaliser des rapports. Bien évidemment, ce choix a des limites, car un outil de rapport, effectivement, n'est pas fait pour agréger les données. Donc, il y a des limites. Il faut savoir les seuils de limite de volumétrie pour le faire. Donc, nos rapports peuvent être produits au final, soit à partir des cubes. Alors, dans ce cas, les données ont déjà, les KPI ont été déjà calculés. Notre rapport va se connecter directement pour les afficher. Nos rapports peuvent être faits directement à l'intérieur du rapport. Dans ce cas, on va importer les données directement du data warehouse à l'intérieur du rapport, les agréger à l'intérieur et par la suite réaliser le rapport. Donc voilà les possibilités de réalisation des rapports. Bien évidemment, ici, je parle de la bonne pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein des entreprises, cette bonne pratique est parfois laissée, abandonnée au détriment des coûts et de la possibilité et des infrastructures qu'on a à disposition. Alors, quelles compétences avoir et pourquoi il faut l'avoir? Les compétences qu'il faut avoir et pourquoi il faut les avoir sont sous-jacentes de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, l'infrastructure que j'ai présentée, ça dépend des entreprises. Je reprends ce qui a été dit tout à l'heure. Au départ, nous avons des sources de données dans lesquelles on va extraire les données qui nous permettent de prendre des décisions, le mettre dans un ODS ou une base de données temporaire de staging et par la suite les charger dans un data warehouse. Une fois les données dans le data warehouse, il existe plusieurs possibilités pour réaliser les rapports. La première possibilité, c'est de faire quoi? C'est de créer des cubes. Ici, on va créer des cubes à l'aide d'un outil, d'un serveur comme chez Microsoft. SSAS, on va créer des cubes tabulaires. Pour créer ces cubes tabulaires, on va utiliser le langage DAX. Donc, c'est ce langage qui permet d'agréger la donnée. Agréger la donnée veut dire faire des calculs. Une autre possibilité pour agréger la donnée, ce serait de créer ici, importer les données à l'intérieur de mon outil de rapport. Par exemple, Power BI, on va importer les données à l'intérieur de Power BI. Et à l'intérieur de Power BI, on va utiliser le même langage DAX pour agréger la donnée, c'est-à-dire pour faire des calculs. Une autre possibilité pour agréger la donnée au sein d'une entreprise, c'est de créer des data marts. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir d'une base de données OLTP et on va agréger la donnée à l'intérieur de cette base de données OLTP. Bien évidemment, vous allez me dire, les bases de données OLTP ne sont pas faites pour agréger la donnée. Oui, mais lorsque on les utilise en séparant les domaines fonctionnels, ici, dans le data warehouse, on a tous les domaines fonctionnels de l'entreprise, ressources humaines, logistique. Lorsque je prends uniquement le domaine fonctionnel logistique et je crée un data mart logistique, ça me permet effectivement de gagner en performance, même si effectivement les bases de données OLTP ne sont pas faites pour faire des calculs. Là, j'aurai une performance de calcul à peu près équivalente au serveur OLAP parce que effectivement, je n'ai que un domaine fonctionnel. Alors, pour agréger les données dans une base de données OLTP, un data mart, on va utiliser le langage SQL. Donc, voilà les trois possibilités d'agrégation de données une fois que les données sont dans le data warehouse. Dans le premier cas, où on a importé les données dans Power BI et on les a agrégées en DAX, on va utiliser le même outil pour réaliser les rapports. Dans le cas où
j'ai importé les données dans un cube tabulaire et je les ai agrégées dans le cube tabulaire. Je veux me connecter avec Power BI directement pour afficher les données. Donc, je ne fais plus d'importation, je me connecte en live connection. Donc, je me connecte parce que les données sont déjà agrégées. Donc, Power BI va simplement me servir d'afficher les données. Ici, Power BI va me servir d'afficher les données, mais aussi de les agréger. Ici, j'ai fait de l'importation. Ici, je suis en connexion par importation. Ici, je suis en live connection. Ici, les données sont déjà agrégées dans le datamat puisque j'ai importé les données, j'ai créé un datamat logistique où j'ai fait tous mes calculs ici. Alors, je veux me connecter directement avec Power BI pour afficher les données puisqu'elles sont déjà calculées. Là, on va dire, je suis en connexion en direct query. La différence entre la live connection et la direct connection, c'est que la live connection, c'est lorsque je me connecte direct sur un cube et la direct connection, c'est lorsque je me connecte sur un datamat. Donc ici, la différence, c'est une différence technologique. Lorsque on est sur des serveurs OLAP, on a un live connection. Sur des serveurs OLTP, on a un direct connection. Mais c'est le même principe, effectivement. Les données sont déjà agrégées et donc je me connecte directement pour uniquement afficher les données. Bien évidemment, lorsque je me connecte en direct connexion pour afficher les données qui sont déjà calculées dans le datamat, j'ai encore la possibilité de faire quelques agrégations en direct connexion, mais ils sont très limités. Donc, ce n'est pas conseillé de les faire. Maintenant, vous trouverez aussi dans certaines entreprises qui n'ont pas de data warehouse et qui ont, par exemple, un ODS, un staging. Donc, ils extraient les données des sources opérationnelles ou ils font une copie de la source opérationnelle et les mettent dans une base de données qui s'appelle un staging. Alors, dans ce cas, pour faire des rapports n'ayant pas de data warehouse, ils vont faire quoi? Ils vont importer les données qui les intéressent directement dans Power BI et réaliser des rapports. Cette solution, nous ne la conseillons pas parce que effectivement, importer des données comme ça, ce n'est pas une bonne chose pour les questions de performance. Ici, si j'ai 1 Tera de données, vous allez importer 1 Tera de données dans Power BI. Il faut savoir que Power BI est limité, chaque importation est limitée à 1 giga. Donc, ce n'est pas la bonne solution. La meilleure solution, c'est que lorsque j'ai des données qui sont brutes dans une zone de staging, je peux créer une vue SQL. À partir de cette vue SQL, dans cette vue SQL, je vais faire les transformations qui auraient dû avoir lieu ici. Je les fais au sein de la vue SQL et c'est les résultats de cette vue SQL que j'importe dans Power BI. Une autre solution possible que vous pourrez rencontrer, c'est des gens qui n'ont ni le staging ni le data warehouse et donc vont se connecter directement sur les sources opérationnelles et créer les rapports. Cette solution, nous la déconseillons parce que, effectivement, lorsque les gens vont utiliser ce rapport, des requêtes seront envoyées vers la source opérationnelle et la source opérationnelle risque d'avoir des problèmes de fonctionnement dont nous ne conseillons pas. Bien évidemment, si vous n'avez pas le choix, la solution qui est à faire, c'est de créer une vue SQL au-dessus de la source opérationnelle et les résultats de cette vue, les importer. Alors, la création des KPI. Comment procédons-nous la création des KPI dans l'outil Power BI? Il faut savoir, l'outil Power BI utilise le langage DAX pour créer des KPI. Même les cubes utilisent le même langage pour créer des KPI. Donc, aujourd'hui, on attend d'un développeur de cube qu'il ait aussi des compétences pour développer les rapports. C'est la même chose qu'on attend d'un data analyst aujourd'hui qu'il ait des compétences en développement de cubes. C'est bien pour ça que vous aurez la double compétence. Alors, la présentation de Power BI, il faut bien comprendre son interface lorsqu'on ouvre Power BI Desktop, l'outil de développement que vous allez du data analyst. Voilà. Ce data analyst, il a une vue qu'on appelle ici la vue rapport. C'est là où il va, quand il clique sur cette vue, il a dans cet espace qui va s'ouvrir, il pourra réaliser son rapport à partir des graphiques et des valeurs et des KPI qui sont affichés à sa droite.
Il a une vue donnée qui lui permet de voir l'ensemble des tables qu'il a importées et les données qui sont dans ces tables. Il a une vue relation que nous allons voir qui est très important, qu'il est important de regarder de temps en temps la vue relation pour voir les relations qui existent entre les tables. C'est très important parce que c'est important pour le sens du filtre. Vous savez, on a dit dans le cours que les dimensions, on a une table de fait avec des dimensions tout autour. Et que lorsque je sélectionnais un élément dans la dimension, elle allait filtrer les éléments dans la table de fait. Donc, il faut savoir comment les tables sont liées pour savoir qui filtre quoi. Ici, nous avons un bouton qui nous permet d'accéder à la vue transformation. Il faut savoir que avec Power BI, nous avons aussi la possibilité de transformer les données. C'est-à-dire, Power BI détient au sein un outil qui s'appelle Power Query, qui est un ETL avec pas toutes les fonctionnalités d'un vrai ETL qui permet de faire quelques transformations. Ces transformations-là vont générer un langage qui s'appelle le langage M. Donc, ici, la vue transformation permet ici d'accéder effectivement au langage M de la transformation des données. Donc, vous pouvez transformer les données dans Power BI. Donc, Power BI, à la fois peut jouer le rôle d'un ETL, ça peut jouer le rôle d'un cube et ça joue le rôle d'un rapport. Bien évidemment, sa couche ETL est limitée. Donc, il peut jouer un rôle d'un cube. Oui, même sa couche de cube est limitée car les cubes de Power BI ne doivent pas dépasser 1 giga. On ne parle même pas de cubes dans Power BI, on parle de jeux de données, de modèles de données. Et ici, maintenant, nous avons les feuilles de rapport, c'est-à-dire vous pouvez créer plusieurs feuilles de rapport comme dans Excel. Maintenant, regardons ensemble les types de mesures qu'on va retrouver dans Power BI. Dans Power BI, lorsque on se connecte sur des données, on a deux types de mesures. On a ce qu'on appelle les mesures implicites. C'est calculé directement par l'outil. Les mesures implicites, c'est quoi? Lorsque vous vous connectez sur, excusez-moi, voilà, voilà. Lorsque vous vous connectez sur Power BI, par exemple, on avait ici notre Data Warehouse et j'ai fait une importation de données dans Power BI. Lorsque je fais une importation de données dans Power BI, dans mon Data Warehouse, j'avais le prix d'achat, le prix de vente. Lorsque j'importe ces données-là dans Power BI, je retrouve encore ici dans Power BI le prix d'achat et le prix de vente. Alors Power BI, lorsqu'il va trouver que ce sont des chiffres ici, qu'est-ce qu'il va faire? La colonne où j'ai le prix d'achat de mes produits, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire automatiquement la somme de toute cette colonne-là et ça va vous créer ce qu'on appelle une mesure implicite. C'est-à-dire, ça va vous faire le total du prix d'achat. Donc, ça va vous peut-être mettre 200 euros. Donc, ça fait la somme sans qu'on ait demandé. Ça, vu qu'il y avait des chiffres, ça fait la somme. Cette somme qui est calculée automatiquement par l'outil, on appelle une mesure implicite. Bien évidemment, nous ne conseillons pas d'utiliser des mesures implicites car il peut se tromper dans le calcul. Il peut faire une somme, il peut faire une division, il peut faire ce qu'il veut. Donc, vous devez toujours utiliser des mesures explicites. Les mesures explicites, ce sont des mesures calculées par vous-même. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser le total de prix calculé par Power BI, vous allez créer votre propre mesure, total achat, que vous allez dire somme de la colonne prix d'achat. Et donc ça, cette fonction somme-là, c'est le langage DAX comme dans Excel. Et donc ça va vous donner une mesure qui s'appelle une mesure explicite. C'est une mesure que vous avez vous-même calculée.
Se servir, d'ailleurs, je le dis en haut, se servir toujours des mesures explicites car il est très utile pour la clarté de notre code DAX, mais surtout de la performance de nos KPI via les notions de variables. On verra ça plus tard. Bien évidemment, ce que je dis, il faut toujours se servir des mesures explicites, c'est-à-dire calculées par vous-même. Ne pas laisser l'outil vous décider avec quoi elle va calculer. Donc, je veux vous montrer la différence entre les deux. Voici des données qui ont été importées. Si vous allez dans facture, regardez la table facture. Vous voyez ici où j'ai une petite calculatrice. C'est ça qu'on appelle des mesures explicites. Ce sont des mesures qui ont été calculées par nous-mêmes. Vous voyez ici, total chiffre d'affaires, c'est somme du chiffre d'affaires. Vous voyez, la formule DAX, elle est là. C'est ça qui a permis de calculer ça. Par contre, ici, regardez, ici, j'ai un signe ici qui montre que Power BI a fait le calcul automatique. Regardez, le chiffre d'affaires tout à l'heure, regardez, je clique là-dessus, je n'ai aucune mesure qui s'affiche, mais Power BI, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le calcul lui-même. Donc, si j'ouvre une feuille, je prends cette valeur, je mets là, je veux qu'il m'affiche le chiffre, ça me fait 48 millions. Si je prends aussi la même valeur, celle-ci, je la mets là, je fais, peut-être j'ai pris la mauvaise, je pense que c'était hors taxe, je vais supprimer, je vais faire ça, hop, je fais, voilà, vous voyez, ça t'affiche la même valeur. Ici, Power BI a fait le calcul tout seul, il a sommé la colonne chiffre d'affaires. Ici, c'est nous-mêmes qui sommons. Donc, si nous partons, regardez cette table-là, nous avons une colonne chiffre d'affaires. Voici la colonne chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, voici la colonne chiffre d'affaires, et nous l'avons calculé de nous-mêmes. Donc, cet indicateur a été calculé soi-même. Elle a été calculée soi-même. Donc, ici, nous avons une colonne où on a les chiffres d'affaires. Ici, on a fait tout simplement la somme de toutes les valeurs qui sont ici. Voilà, c'est ça qu'on appelle, on a fait la somme de toutes ces valeurs ici. Power BI, il fait la somme automatiquement, mais nous-mêmes, nous devons faire nous-mêmes cette somme-là pour avoir des valeurs, des mesures explicites. Continuons le DAX. Lorsqu'on dit que le DAX est un langage contextuel, la performance du DAX, pourquoi le DAX aujourd'hui très demandé par les entreprises? C'est parce que c'est un langage contextuel. Qu'est-ce que ça veut dire un langage contextuel? Pour comprendre ça, il faut regarder la fonction la plus importante du DAX, la fonction calculette. La fonction calculette permet de calculer une valeur par rapport à un contexte. La fonction calculette s'appuie sur le sens du filtre de propagation du filtre entre les tables de faits et les dimensions. Voilà pourquoi il n'est pas nécessaire d'ajouter la fonction filtre pour qu'elle applique un filtre implicite ou filtre naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux prendre un exemple pour vous expliquer. J'ai ma table de dimensions, ici produit, avec une colonne nom de produit. Ici, j'ai les noms des produits. Cette table, elle est liée à une table de faits. Où ici, on a la vente des produits. Ici, un VN. Donc, j'ai vendu pour 2 euros, 3 euros, 4 euros, etc., etc. Alors, lorsque ici, j'ai un axe de temps, ici, j'ai mon axe temps ou date, où j'ai les années, ici, 2022, 2023, 2021. Alors,
je veux savoir mon chiffre d'affaires, ce que j'ai vendu. Pour savoir mon chiffre d'affaires, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire total CA égale à quoi? Égale à la somme de quoi? De la colonne vente. Et donc, ça va m'afficher, ça va me donner une valeur totale CA. Ça va me faire la somme de toutes ces colonnes. Ça va faire 2, 3, 4, 8. Je vais mettre 8. Donc, ici, j'ai 10, 14, 15, 16, 17. Ça va me faire 17 euros. Ici, on est en 2022. Ici, c'est en 2023, 2023, 2023. Donc, ça me fait 17 euros. Donc, ce total CA que je viens de calculer, c'est une mesure générique. C'est la somme de toutes ces colonnes. Ça ne m'apporte pas une information plus détaillée. Alors, lorsqu'on veut analyser les données, on analyse les données dans un contexte. Le contexte, le premier contexte, c'est le contexte temporaire. C'est-à-dire, je veux savoir quel est mon chiffre d'affaires de l'année dernière. Pour savoir mon chiffre d'affaires de l'année dernière, je veux calculer un indicateur qui me donne le chiffre d'affaires de l'année dernière. Chiffre d'affaires, année N-1. C'est là alors où la puissance du DAX apparaît. Le DAX te dit, pour calculer ton chiffre d'affaires, il faut, dans le contexte année -1, il faut utiliser la fonction qui me permet de calculer une valeur par rapport à un contexte. Donc, je veux calculer cette même valeur-ci par rapport à un contexte, le contexte de l'année dernière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis calculate. Je veux calculer quoi? Je veux calculer mon total CA. Donc, ça a déjà été calculé. Donc, je n'ai pas à refaire ça. Donc, je dis calcule-moi le total CA que j'ai déjà calculé là, virgule, et je le mets maintenant dans un contexte, dans le contexte de l'année dernière. Donc, je vais faire par exemple previous years. Hein? Et je mets la date. Je mets la colonne si c'est la colonne année ou c'est la colonne date, je mets colonne date. Qu'est-ce que l'outil va faire? Power BI va faire. Il va dire, ok, je vois, il me demande, calcule-moi mon total chiffre d'affaires, c'est-à-dire la valeur-ci, pour l'année dernière, donc dans le contexte de l'année. C'est-à-dire, calcule-moi cette valeur-ci pour l'année dernière. Et donc, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va m'afficher le chiffre d'affaires de l'année dernière. On est en 2023, ça va m'afficher 8 euros. Donc, et puis, je pourrais m'amuser à mettre cette valeur-ci dans le contexte que je veux. Par exemple, je peux dire, calcule, par exemple, ça, j'ai des produits, les couleurs des produits. C'est les produits rouges. Je veux avoir mon chiffre d'affaires sur les produits rouges. Je vais faire, calcule-moi total CA. Et je veux mettre ici maintenant un contexte. Le contexte ici qui me permet d'avoir les produits rouges, je vais dire, c'est filtre-moi la table produit égale la colonne, filtre-moi la table produit, la colonne couleur égale rouge. Et donc, ça va me calculer le chiffre d'affaires dans le contexte que j'ai défini. Le contexte que j'ai défini, c'est filtre-moi la table produit, couleur égale rouge. Et donc là, j'ai défini un contexte dans lequel ça va me renvoyer des valeurs. Donc, cette valeur-ci, ce KPI généré, je peux le varier en fonction du contexte dans lequel je voudrais analyser. C'est ça la force du DAX. C'est-à-dire, il suffit de mettre la fonction calculate, mettre l'indicateur que je veux et je peux changer son contexte comme je veux. Et alors, la précision qu'on a ici, c'est que la fonction calculée s'appuie sur le sens du filtre. Bien évidemment,
Lorsqu'on est dans un modèle en étoile avec une table de 1 VN, le sens du filtre, c'est ça, comme on a vu dans le cours. C'est-à-dire les dimensions filtrent les tables de fait. Alors, dans le cas où je viens de vous montrer, j'ai dit, calculez-moi le chiffre d'affaires, filtre-moi la table produit, couleur égale produit. Bien évidemment, je n'étais même pas obligé d'ajouter le mot filtre, parce que je sais au préalable qu'ils sont liés par la relation 1 VN et que calculette s'appuie toujours sur le sens du filtre naturel qui est de 1 VN. Donc j'aurais pu aussi faire total CA année moins 1 égale calculette total CA. Je mets simplement couleur égale rouge, sans préciser autre chose. Parce que je sais qu'il y a une relation ici entre mes produits et ma table de fait 1 VN. Donc, comme le sens, il va voir couleur, couleur se trouve ici, alors le sens du filtre c'est ça, il va le comprendre automatiquement, sans que je lui précise le mot filtre. Donc, c'est ça la force du langage contextuel. Donc, lorsque vous travaillez en DAX, pensez toujours à calculer d'abord l'indicateur générique. Une fois que vous avez l'indicateur générique, vous le mettez dans le contexte qui vous intéresse. Le contexte qui vous intéresse. Si c'est année N-1, année N-2, année N+1, etc., vous ajoutez la fonction calculette, qui est une fonction qui permet de calculer une valeur dans un contexte. Donc, calculette permet de mettre une valeur dans un contexte. Optimisation des calculs et des KPI. Lors de votre cours avec Marva sur la partie SQL, on vous a parlé des Common Table Expressions. Les Common Table Expressions, c'est une façon de faire de l'SQL de façon optimisée et mieux organisée. Par exemple, je veux calculer en SQL le total de mon chiffre d'affaires, qui est en réalité le total. Je veux calculer ma marge, autant pour moi, excusez-moi. Je veux calculer ma marge. Ma marge, la marge qui est le total de mes ventes moins le total de mes coûts de production. Ça me donne ma marge. Alors, si j'ai une colonne, j'ai ma table vente ici et j'ai ma table coût ici. Dans ma table vente, j'ai une colonne qui s'appelle vente, où j'ai les chiffres. Dans ma table coût, j'ai une colonne qui s'appelle coût, où j'ai des chiffres. Donc, pour avoir le total de mes ventes, c'est la somme totale de mes ventes, c'est la somme de toutes ces colonnes. Le total de mes coûts, c'est la somme de toutes ces colonnes. Donc, voilà ces trucs-là. Et donc, en SQL, je vais faire une requête SQL. Si on a un SQL, je vais faire une requête SQL, une première requête SQL qui me calcule cela, une deuxième requête SQL qui me calcule cela, et à la fin, une troisième requête SQL qui me calcule cela. Cette façon de calculer séparément permet déjà de mieux comprendre mon code, mais ça me permet effectivement d'être beaucoup plus performant. Il est beaucoup plus performant de calculer d'abord cette valeur-ci, avant de calculer ça, que de calculer directement cette valeur en calculant en même temps à la volée celle-ci et celle-là. Donc, il est plus performant. Si je calcule à la volée, ça veut dire je vais faire somme des ventes ici, moins somme des coûts ici. Donc, je calcule ma marge en même temps que je calcule la somme ci et cela. Ça,
ce n'est pas bon pour la performance. Donc, moi, je vais calculer ce résultat que je vais stocker, avant de me calculer ma marge. C'est ça qu'on appelle les common table expressions. Donc, on va faire, c'est des requêtes imbriquées. Donc, en SQL, vous voyez ici, j'ai défini ici une table temporaire dans laquelle je vais stocker ma valeur. Donc, ma table temporaire s'appelle total CA. Et là, je fais select somme CA, que j'appelle total CA, from la table de fait produit, et je groupe par ID produit. Donc, cette première requête-ci, elle se termine là, elle me calcule mon total CA. La deuxième requête, elle commence là. Je veux calculer le total coût. Je mets total coût comme, select-moi la somme des coûts, que j'appelle coût total, de la table, from de la table produit, et donc ça me calcule le coût total ici. Donc voilà, ici ça me permet d'avoir dans cette table total CA, j'ai une colonne qui s'appelle maintenant CA total. Dans la table total coût qui est temporaire, j'ai une colonne qui s'appelle coût total. Maintenant, je vais calculer maintenant ma troisième requête qui va être select CA moins CA total moins coût total comme marge. Donc, CA total moins coût total, j'appelle là from la table quoi? From la table total CA que je joins à ma table total coût lorsque le total CA ID produit égale total coût ID produit. Donc, je les relie au niveau des ID. Donc, je crée une première table, une deuxième table, et les éléments là, je calcule maintenant, je récupère dans la première table le total CA, de la deuxième table, le total coût, et en les joignant entre les deux. Donc, voilà comment en SQL, on arrive dans une requête SQL, une seule requête SQL me permet de calculer ma marge. Dans une seule requête SQL, j'ai calculé ma marge de façon optimale. En langage DAX, on sait le faire et même de façon plus facile. En langage DAX, on va faire ce qu'on appelle des variables. Ici, je vais définir une variable qui va s'appeler, je dis, je veux calculer ma marge. Je dis ma marge égale, pour calculer ma marge, d'abord je définis une variable, je dis var total CA que j'appelle total CA. Total coût que j'appelle total coût. Donc le total coût c'est quoi? C'est une valeur explicite que j'ai calculée tout à l'heure. J'ai fait total CA égale somme de la colonne CA. J'ai fait total coût égale somme de la colonne coût. Donc ça, je l'ai calculé en DAX. Je l'ai déjà calculé. C'est ça la forme. On vous a dit tout à l'heure, il faut utiliser les valeurs implicites. Si je n'avais pas moi-même calculé ça, je ne pouvais pas définir des variables. Maintenant, je dis que c'est le résultat-ci, tu me stockes dans une variable qui s'appelle total CA. Ce résultat-ci, tu me stockes dans une variable qui s'appelle total coût. Et maintenant, je veux calculer maintenant ma marge. Donc, ma marge, c'est quoi? Je veux retourner une valeur à ma marge. Pour retourner une valeur à ma marge, je dis ma marge égale, j'ai les deux variables, je dis retourne, j'utilise le mot retourne, retourne-moi total CA moins total coût. Retourne-moi la différence entre ces deux variables. Donc, ma marge va récupérer la différence entre ces deux variables. Donc, le retourne ici, c'est dans le retourne que je fais mon calcul. Et que je dis, retourne-moi à ma marge. Quand je dis marge égale, elle attend une valeur en retour. Le retour là, c'est quoi? C'est la différence entre les deux que j'envoie. Donc ça, c'est optimal. Une autre façon moins performante de le faire, je dis ma marge égale, je fais total CA et je mets somme CA. Là, je suis en train de calculer la somme ici. Total coût, je fais somme coût. Et je dis retourne-moi la différence. Vous voyez, ça,
je le calcule à la volée. Donc c'est moins performant que ça, parce que ça, si je l'avais calculé au préalable, comme mesure explicite, ça aurait été plus performant. Ici, comme je ne l'ai pas calculé comme mesure explicite, je suis obligé de le calculer à la volée. C'est bien pour ça qu'on dit, en fonction de ce que vous devez faire, pensez d'abord à calculer les mesures explicites, car vous pouvez les réutiliser comme des variables ici. Ici, je suis obligé de faire mon calcul à la volée, parce que je n'ai pas de mesure explicite. Donc ça, c'est une façon optimale de faire vos calculs en DAX. Ce sont les bonnes pratiques. Alors, en DAX, comme je vous ai dit, la force du langage DAX, c'est que lorsque j'ai une valeur générique et calculée, explicite, je peux maintenant le mettre dans le contexte que je veux, cet indicateur. Il existe plusieurs types de contextes, deux types de contextes. Les contextes d'évaluation implicite et les contextes d'évaluation explicite. Les contextes implicites, ce sont ce qu'on appelle les contextes de filtre. Les contextes implicites, ce sont des contextes de filtre. Ici, les contextes de filtre introduits par les filtres de rapport. Quand on parle de contexte implicite, ce sont des filtres. Ce sont des filtres qui se trouvent sur ton rapport. Elle comprend tous les filtres qui sont apposés au modèle de données avant de faire l'évaluation de l'expression. C'est-à-dire des filtres qui se trouvent dans mon rapport. Qu'est-ce que c'est quoi les contextes de filtres implicites? Je vais prendre ici un client que je veux mettre. Je vais sélectionner. Je veux ajouter un filtre. Voilà. Ici, j'ai mis un filtre. Lorsque je clique sur Cuisine du Sud, qui est un client, les valeurs changent automatiquement. Ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un filtre implicite, car c'est un filtre qui est apposé sur mon rapport. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des filtres implicites. Ce sont des filtres qui vont agir sur mon indicateur en se basant sur la relation qu'on a ici. On avait ma table de fait. Elle est où? Vous voyez, voici le client. Le client est lié, la table client est liée à la table de fait. Donc, lorsque j'ai sélectionné un élément, un client, vous voyez, j'ai sélectionné un client, j'ai sélectionné le client, Cuisine du Sud. Ce client est parti faire quoi? Il est parti filtrer toutes les valeurs qui correspondaient au client du Sud qui se trouvait dans la table de fait. Tout le CIA concernant le client du Sud, Cuisine du Sud qui se trouvait ici. C'est bien pour ça que dans ce rapport, je clique Cuisine du Sud et mon chiffre d'affaires change. Donc le chiffre d'affaires total qui était 48 millions, dans le chiffre d'affaires total de 48 millions, on a 4 millions qui provient des cuisines du Sud. Donc c'est ça qui allait filtrer. C'est ça qu'on appelle ici des filtres implicites, des contextes d'évaluation, des contextes de filtres implicites. C'est un contexte d'évaluation implicite. Elle est introduite par les filtres qui se trouvent sur le rapport. Elle comprend tous les filtres qui sont apposés au modèle de données avant de faire l'évaluation de l'expression. Maintenant, on a aussi des contextes d'évaluation explicites. Les contextes d'évaluation explicites, ce sont des contextes définis par le DAX. C'est vous-même qui dites comment il va filtrer. Ici, dans ce que j'ai montré tout à l'heure, j'ai mis mon filtre là, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a filtré tout seul. Donc ici, j'ai mis mes clients. Regardez aussi, je vais effacer ce filtre-là. Je vais supprimer. J'ai ici, je vais changer mon graphique. Je vais mettre par exemple ce graphique ici, et je vais sélectionner client. Vous voyez, qu'est-ce que ça fait ici? Ça m'a filtré mon chiffre d'affaires, ça affiche mon chiffre d'affaires par client. Donc en fait,
ça filtre automatiquement mes chiffres d'affaires par client. Donc chaque client ici, vous voyez, on a ici Cuisine du Sud, on retrouve les 4 millions de tout à l'heure là. Ça fait ce travail-là automatiquement, ça fait ce travail automatique. C'est-à-dire, c'est ça des filtres implicites. Donc, je n'ai pas besoin de faire autre chose. Je mets mes valeurs lorsque je sélectionne une dimension, un KPI. Le filtre est réalisé automatiquement. Le filtre est réalisé automatiquement. C'est la même chose. Lorsque je fais un calculate sur un indicateur pour avoir la valeur N-1, s'ils sont reliés par une relation 1 vers N, les filtres sont faits automatiquement. Les filtres sont faits automatiquement. C'est ça qu'on appelle des filtres implicites. Les filtres explicites, c'est que si je veux avoir le chiffre d'affaires uniquement de Cuisine du Sud, sans passer par mon rapport, parce que ici, je peux mettre ça, je veux mettre cela, je veux mettre un filtre, et lorsqu'on va cliquer sur Cuisine du Sud, ça va changer. Là, c'est l'utilisateur final qui clique sur Cuisine du Sud et ça change. Maintenant, l'utilisateur final peut dire, moi, je ne veux que des rapports qui me concernent, parce que moi, je suis la Cuisine du Sud, je n'ai pas besoin de voir les rapports qui concernent Discount Plus, qui est un autre client. Moi, je suis par exemple une personne je m'occupe uniquement de clients du Sud. Donc, le matin, moi, je n'ai pas besoin de voir Discount Sud. C'est-à-dire, j'ai besoin ici que ça me filtre automatiquement cela. Donc, mon KPI, je veux le filtre automatique sans que je vienne appuyer sur mon truc Cuisine du Sud. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je veux basculer dans ce qu'on appelle des filtres, des contextes d'évaluation explicites. C'est-à-dire, je vais demander à l'outil, je vais filtrer automatiquement, c'est-à-dire, je veux calculer ce chiffre d'affaires Cuisine du Sud. Donc, je vais préciser que c'est la Cuisine du Sud. Et là, on bascule dans ce qu'on appelle les contextes d'évaluation explicites. Il y en a deux. On a les contextes de filtre introduits par le langage DAX. C'est le DAX qui va filtrer. Les contextes de ligne introduits par le langage DAX. Prenons maintenant, on va regarder un par un les deux types de filtres qu'on a vus, les filtres implicites et explicites. Les filtres implicites. Lorsque nous affichons la quantité de commandes par couleur de produit, nous appliquons un filtre implicite sur la quantité de commandes par couleur. Exemple, ici nous avons mis au niveau de l'axe vertical, on a mis les couleurs et on a mis la quantité commandée. La quantité commandée, qu'est-ce qui va se passer? La dimension couleur va venir filtrer la quantité commandée. Et ici, c'est pour ça que ça m'affiche pour chaque couleur les quantités qui ont été commandées. Donc, ça opère un filtre. Alors, si on inverse, c'est-à-dire, je prends la couleur, je mets ici, et la quantité commandée, je mets sur l'axe, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se passer. Votre outil ne va pas fonctionner, puisque la relation entre la table de faits et la table produit, c'est une relation 1 vers n. 1 vers n, ça veut dire que seuls les éléments qui se trouvent du côté 1 peuvent filtrer les éléments qui se trouvent du côté n. Donc, la quantité de commandes ne peut pas venir filtrer les produits. Donc, si j'inverse, je mets quantité de commandes au niveau de l'axe au niveau de l'axe des abscisses et je mets les couleurs au niveau des valeurs, rien ne va se passer parce que il va se détecter que couleur c'est une valeur, c'est plutôt dans une dimension, ils n'ont pas une relation 1 vers n, donc ça ne peut pas venir filtrer, donc il va t'envoyer une erreur. Donc, il faut savoir que les filtres implicites sont strictement, elles sont liées par le sens de propagation du filtre. Donc, il est important de regarder les relations entre vos tables avant de faire quoi que ce soit. Si vous faites glisser un champ dans votre visuel, c'est un filtre implicite. Si vous achetez une vignette de filtre, comme je l'ai fait tout à l'heure, sur le rapport, c'est un filtre implicite. Vous devez retenir cela. Les filtres explicites. On trouve trois types
de fonctions DAX qui agissent explicitement sur des contextes de filtres. Pour faire quoi? Ces filtres explicites permettent de faire quoi? De modifier mon indicateur. Le contexte de filtre explicite, ici on va modifier le contexte de filtre implicite, c'est-à-dire les filtres implicites, ce sont des filtres par défaut. Avec le DAX, je peux les modifier. Je peux changer leur comportement. Je peux modifier le comportement de ces filtres. Je peux filtrer davantage les modèles de données avant que ces filtres implicites ne s'appliquent. Je peux ignorer, je peux demander à l'outil, ignore-moi les filtres implicites, puisque les filtres implicites, ce sont des filtres par défaut. Je peux dire à l'outil, ne prends plus en considération ces filtres implicites. Alors, comment ça marche? Je vais prendre toujours la fonction calculette qui permet de mettre le contexte. Donc, j'ai ma fonction calculette qui me permet de calculer, je sais pas, mon chiffre d'affaires, mon total chiffre d'affaires. Et maintenant, cette fonction calculée, je veux modifier le comportement du filtre implicite, c'est-à-dire la fonction calculée. Si je ne mets rien, je mets couleur égale rouge, ça va regarder la relation entre la table où se trouve couleur et la table de fait et réaliser le filtre. Donc, c'est un filtre implicite. Alors, lorsque j'ajoute le mot filter, je remplace les filtres implicites. Donc, je peux maintenant mettre filter couleur égale noir. Là, je viens de remplacer le comportement. C'est-à-dire, si je n'avais rien mis, il filtrait en fonction du sens de relation entre la table produit et la table de fait. Lorsque j'ajoute le mot filter, là, je peux maintenant modifier le comportement. Je peux mettre filter, couleur égale rouge, couleur égale noir. Donc, je veux modifier le comportement du filtre. Maintenant, je peux aussi faire calculette, expression, filter, je mets entre parenthèses, je mets le nom d'une table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ici? Je veux filtrer la table, mais je ne veux pas changer le comportement du filtre implicite. C'est-à-dire, j'ai une table de produits où j'ai 100 produits. Si je ne mets pas de filtre, si je ne mets rien, l'outil va appliquer les filtres implicites. J'ai 100 produits, il va afficher les 100 produits comme on a affiché tout à l'heure. Mais par exemple, je peux décider, non, je veux que tu m'affiches seulement 3 produits. Donc, je vais mettre filter, la table produit égale produit A, produit B, produit C. Et donc, lorsque je veux glisser mon champ couleur ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va m'afficher uniquement les 3 que j'ai filtrés au préalable. Il va appliquer mon filtre implicite, c'est vrai, mais il va d'abord me filtrer les tables avant de m'appliquer mon filtre implicite. Donc, je filtre la table avant que mon filtre implicite ne s'applique. Une autre possibilité, c'est calculate expression filter all. Ici, je vais filtrer toute ma table, puis je vais ignorer les filtres implicites. C'est-à-dire, je voudrais que ça m'ignore que quel que soit le filtre implicite qui va être appliqué, il soit ignoré. C'est-à-dire, j'ai ça comme ça qui est réalisé. Si je mets maintenant une vignette, je sélectionne black, tout ça va toujours rester comme ça. Quel que soit ce qui va se passer, je vous dis, si je sélectionne couleur noire, couleur rouge, rien ne va se passer. Parce que j'ai demandé ici, filtre-moi la table totale, c'est-à-dire, filtre-moi la table. Je dis filter all, c'est dit, filtre-moi la table produit, ça veut dire, garde-moi tous les éléments de la table produit, et ignore-moi les filtres implicites qui pourraient être appliqués. Quels que soient les filtres qu'on va appliquer, je voudrais que cet indicateur ne change pas. À chaque fois qu'un utilisateur va venir sélectionner, je voudrais que tu m'affiches tous les produits qui se trouvaient dans la table produit. C'est pour ça que je dis filter all. En fait, c'est une autre façon de dire donne-moi tout.
Ici, je dis, donne-moi tout, quel que soit le filtre que l'utilisateur va sélectionner, tu me donnes le résultat tout. Ici, je dis, donne-moi que ces éléments, mais n'annule pas le filtre de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, tu vas me donner les éléments que je veux, mais sans annuler le filtre de l'utilisateur. Car l'utilisateur veut voir par année, par ville, mais uniquement de ces trois. C'est un peu comme si je vous disais, je veux voir les produits verts, rouges et jaunes d'une année à l'autre. C'est-à-dire, la personne va venir sélectionner 2022, ça va afficher les produits verts, rouges, jaunes. 2021, vert, rouge, jaune. 1999, vert, rouge, jaune. C'est-à-dire, quel que soit, dont les filtres implicites auront toujours leur rôle, puisque les années changent. Mais ça m'affiche toujours vert, rouge, jaune, que vert, rouge, jaune. Ici, maintenant, je voudrais que ça m'affiche vert, rouge, jaune, noir, blanc. Donc, j'ai tous ces 4 couleurs. Et je veux que ça m'affiche ces 5 couleurs. Est-ce que ça ne m'affiche pas, par exemple, l'orange qui fait partie là-bas? Donc, j'ai vert, rouge, jaune, noir et blanc. Donc, je vais dire, filtre-moi all dans la table, bien évidemment. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais dire, je me reprends, affiche-moi le vert. J'ai dans ma table plutôt 5 couleurs. Je reprends. J'ai dans ma table 5 couleurs, vert, rouge, jaune, noir et blanc. Et je voudrais que, quel que soit ce qu'on sélectionne comme filtre, si on sélectionne simplement, on sélectionne l'année et le noir, ça m'affiche toujours le vert, rouge, rouge, jaune, noir, blanc. Quel que soit ce qu'on va sélectionner, ça va toujours m'afficher le vert, rouge, jaune, noir et blanc. Donc, je vais faire Filter All. Et donc, quels que soient les filtres qui seront sélectionnés, c'est toujours les 5 couleurs qui vont être affichées. Ici, je veux simplement le vert, rouge, jaune. C'est-à-dire, je vais sélectionner ici, je vais dire Filter, vert, rouge, jaune. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va m'afficher le vert, le rouge et le jaune. Et qu'est-ce qui va se placer? Quel que soit ici, quel que soit, et ça va remplacer, les filtres implicites qui vont être affichés, ça va filtrer la table, mais ça ne va pas remplacer les filtres implicites. C'est-à-dire, quelle que soit l'année que je vais sélectionner, ça va toujours m'afficher le vert, rouge et jaune. Si je sélectionne le noir, ça va m'afficher que le noir, alors que j'avais précisé le vert, rouge et jaune. Parce que je n'ai pas remplacé, je n'ai pas inhibé le rôle des filtres implicites. Donc ici, je vais filtrer la table et je ne veux pas inhiber le rôle des filtres implicites. Ici, je vais demander à toute la table de s'afficher et je vais faire quoi? Et je ne veux pas inhiber, et je vais ignorer, pardon, les filtres implicites, c'est-à-dire quel que soit ce que je vais sélectionner, les filtres implicites n'auront aucun effet. C'est-à-dire, filter all, ça veut dire, prends-moi tout, et quel que soit, ici, filter all veut dire, quels que soient les filtres implicites qui vont être appliqués, tu ne réagis pas. Ici, filter, je dis, je filtre ma table, mais je dis, si on utilise un filtre implicite, tu peux encore réagir. Ici, filter, je mets directement le champ. Là-bas, qu'est-ce que je fais? Je modifie le comportement du filtre implicite. C'est très important de comprendre la différence entre ces trois. Alors, pour bien comprendre, on va regarder un exemple. La meilleure façon, c'est l'exemple. Ici, on va modifier le contexte du filtre implicite. On veut calculer la quantité de commandes des produits jaunes. Ici, nous avons des produits jaunes. Voici
les commandes qui ont été passées de ces produits jaunes. Et je veux la quantité des commandes des produits jaunes. Un indicateur qui me calcule la quantité des problèmes. Je fais calculer somme quantité de commandes, c'est-à-dire la somme de toutes ces colonnes. Et je mets ici dimension produit. Dans la dimension produit, la colonne couleur doit être égale à yellow. Puisque cette table-ci, elle est liée, cette table de fer, elle est liée à la dimension produit, où on a une colonne qui s'appelle color, et je dis color égale yellow, égale jaune. Donc, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me calculer automatiquement, ça va me filtrer, ça va me filtrer tous mes filtres implicites vont être modifiés, quel que soit. C'est-à-dire, ici, vous voyez, lorsque je fais un tableau, je veux afficher mon indicateur. Vous voyez, j'ai sélectionné. Ici, j'ai yellow qui était 47 millions. Vous voyez, ici, tous les autres ont 47 millions. C'est-à-dire, quel que soit, j'ai mis le noir, blanc, jaune, tout ça sur mon rapport. La colonne couleur, ça m'affiche toujours 47 millions. C'est-à-dire, le filtre implicite ne joue plus son rôle. Il est bloqué. Il est bloqué à cause du fait que j'ai mis dimension produit color égale yellow. C'est-à-dire, j'ai modifié le comportement du filtre implicite avec mon contexte de filtres explicites. Ici, j'ai modifié. C'est pour ça que cette valeur, quel que soit ce qu'on va sélectionner ici, ça va toujours m'afficher 47 millions. Parce que je viens de modifier ici. Je vais modifier le contexte de filtre implicite. Maintenant, je pouvais aussi dire, calculer de cela, je dis all dim produit. Alors, si je dis all dim produit, je modifie encore le comportement du filtre implicite. Je mets all devant la dimension produit. Je dis, calcule-moi le total. Le total, c'est combien? 40 millions. Je dis que ces 40 millions que tu as calculés, tu me prends pour tous les produits. Donc, la colonne, dont l'indicateur, le KPI, Order Quantity of Produit, il va m'afficher toujours 40 millions. Quels que soient les filtres qu'on va faire, il va m'afficher 40 millions, car il va m'afficher la valeur pour tous les produits de la dimension produit. Quel que soit ce que tu vas mettre dans ton rapport, si tu mets dans ton rapport la colonne couleur, normalement, comme vous l'avez vu ici, normalement, vous voyez, quand j'ai mis la couleur, ça variait. Ici, ça m'a affiché pour différents, ça m'a affiché le chiffre d'affaires pour différentes couleurs. Vous voyez, les longueurs sont différentes parce que ça filtre automatiquement. Ici, lorsque j'ai mis ici, j'ai mis all dimension produit. Quel que soit je fais, ça m'affiche la même valeur, ça m'affiche le total pour tous ces produits-là. Quel que soit ce que tu vas faire, ça va m'afficher mes 40 millions. Donc, le filtre implicite est bloqué. Il ne joue plus son rôle parce que lorsque je mets all là, je bloque le comportement du filtre implicite. Les filtres maintenant, le filtre. Filtre renvoie essentiellement à une table qui a été filtrée. Donc, je peux maintenant aussi modifier le comportement des filtres implicites en filtrant la table au préalable. Filtre est évidemment plus lent que calculer car elle filtre la table avant de filtrer les mesures. Donc, si vous ne filtrez qu'une seule chose, optez pour calculer. C'est ce que j'ai dit effectivement. Vous avez tout à l'heure, je filtrais une couleur. Lorsque je veux filtrer une couleur, c'est un seul indicateur. Je veux que la couleur jaune, donc je vais utiliser calculette, ça me suffit. Mais si je veux filtrer plusieurs choses dans ma table, ici, je voulais filtrer la couleur jaune. Imaginez-vous, je veux filtrer la couleur jaune, la couleur vert et la couleur orange. Là, je ne filtre plus qu'une seule valeur, je filtre plusieurs valeurs. Donc, calculette ne peut plus me servir puisque calculette, ça me permet de filtrer qu'une seule valeur. Alors que le filter va me permettre de filtrer plusieurs valeurs. Donc, je vais introduire filter. Et bien évidemment, filter est beaucoup plus lent en performance que calculette. Alors, filter, qu'est-ce que je vais l'utiliser? Ici, je veux calculer mon chiffre d'affaires, effectivement, et je veux filtrer les couleurs jaunes. Donc, qu'est-ce que je fais ici?
je veux modifier le comportement de l'outil, des filtres implicites. Pour modifier le comportement des filtres implicites, j'ai ajouté le mot filter dim produit couleur égale jaune. Lorsque je dis filter dim produit couleur égale jaune, qu'est-ce que ça fait? Ça va m'afficher le chiffre d'affaires, les 47 millions que j'ai fait ici, ça m'affiche les 47 millions aussi ici. C'est-à-dire, ça m'affiche, j'ai filtré. Donc, ce total-là, il va m'afficher 47 millions parce que j'ai filtré la table couleur au préalable. Donc, filter va me filtrer la table au préalable. Mais quel est l'impact, quelle est la différence avec le calculette où j'ai mis simplement, où je n'ai pas mis filter, j'ai mis dim produit couleur égale jaune. C'est que ici, la table produit a été filtrée avant que le calculette ne calcule. Donc, elle a filtré avant que le calculette ne calcule. C'est bien pour ça que lorsque je veux mettre cette KPI sur mon tableau, les valeurs black seront à 0, les valeurs bleues à 0, puisque elles ont été filtrées. Je reviens ici. Ici, j'ai fait dim produit couleur égale jaune. Ici, je n'ai pas filtré la table produit. La table produit n'a pas été filtrée. Donc, ce qui s'est passé, j'ai calculé et j'ai mis dim produit égale jaune. Donc, ça m'a calculé pour les produits égale jaune. Et ça m'affiche le résultat pour black, pour les couleurs noires, bleu, silver, blanc, ça m'affiche la valeur du jaune. Parce que la table n'a pas été filtrée au préalable. Ici, la différence ici, c'est que j'ai ajouté filter, ça me filtre la table au préalable. Donc dans ma table dimension produit, je n'ai que, ça m'affiche que les dimensions produits, les produits dont la couleur est égale à jaune. Donc les filtres implicites vont s'appliquer après que la table ait été filtrée. C'est bien pour ça que ici, on a du blanc ici parce que la table, elle a été filtrée au préalable. Donc le filtre a réagi au préalable et donc ici on aura du blanc. Filtre, un autre exemple encore. Je mets filter, dimension produit égale jaune ou dimension produit égale noir. Ça veut dire la table produit, je la filtre au préalable. Donc la dimension produit, j'ai gardé les informations des couleurs blancs et des informations des couleurs bleues. Et donc, qu'est-ce que je fais? Dans le résultat ci qui est les 17 millions, dans les 17 millions, j'ai les 4 millions et les 13 millions des blancs. Et donc, ça filtrait la table. Et maintenant, le calculette est venu appliquer le filtre implicite après. Donc, les 17 millions seront affichés. Lorsque je mets dans mon rapport, le filtre implicite vient s'appliquer et split cela en deux. Mais ici, c'est 0, 0 parce que on a un filtre explicite qui a filtré au préalable la première valeur. Elle était filtrée au préalable. Même chose ici. Je mets ici, je filtre la dimension produit couleur égale jaune et je filtre encore la date égale 2014. Vous voyez ici, le jaune, ça veut dire la dimension produit. Je n'ai que ça va me filtrer la dimension produit. Je n'aurai que des produits avec des couleurs jaunes qui vont avoir un impact sur les filtres implicites, qui vont afficher uniquement le jaune. Ça veut dire que toutes les parties seront en blanc. Par contre, ici, je filtre aussi la date. Donc, je peux imbriquer, effectivement. Ici, le filtre-ci est sur la dimension produit. Vu que la date, c'est une autre dimension, je vais ajouter un nouveau filtre. Donc, je peux ajouter plusieurs filtres. C'est ça l'avantage des filtres explicites. Elle permet, je peux imbriquer cela. Alors, avec le calculette, je ne pouvais que faire un seul filtre. Avec le calculette au départ, qui filtre de façon implicite, je ne pouvais que mettre un seul filtre implicite, une seule dimension.
Mais si j'ai plusieurs dimensions, je dois filtrer selon plusieurs dimensions, je suis obligé d'ajouter plusieurs. Je suis obligé de passer en mode explicite, qui est un peu moins performant, et qui me permet d'ajouter, d'enchaîner des filtres sur les filtres. Mais il faut savoir, le mot filter va me filtrer les tables au préalable, et donc vous aurez des résultats blanc-blanc. C'est pour ça que les gens me disent, ah, pourquoi ça ne m'affiche plus les valeurs? Oui, ça t'affiche plus les valeurs parce que, effectivement, tu as filtré la table au préalable. Donc, vous devez comprendre le résultat, le comportement des résultats qui sont affichés. Les contextes de filtres face aux contextes de lignes implicites. Alors, les contextes de filtres, voilà. Aujourd'hui, pour terminer ce cours, je vous parlerai de deux éléments, deux choses importantes, ce qu'on appelle les contextes de filtres et les contextes de lignes. Les contextes de filtres, ce sont les fonctions d'agrégation qu'on a vues tout à l'heure. Hein? Je fais la somme des ventes et je pose ensuite un filtre sur le résultat. Hein? Donc, c'est ça qu'on appelle les contextes de filtres. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Je voulais calculer ma somme, j'ai filtré une table et par la suite, j'ai calculé ma somme. Donc, j'applique ici, effectivement, je filtre au niveau des agrégats, je filtre ma table et donc ça a un impact au niveau de l'agrégat. Les contextes de lignes sont assez atypiques. Voilà. Imaginez-vous un instant, je veux filtrer, je veux calculer mon chiffre d'affaires et je veux filtrer sur deux colonnes qui se trouvent dans la même table. Parce que vous avez vu tout à l'heure, ici, on avait le filtre qui se trouvait dans cette table, dans la table produit, et le filtre qui se trouvait dans la table date. Imaginez-vous que je veux calculer mon chiffre d'affaires, sachant que je veux filtrer sur les couleurs et sur les catégories de produits. Ils sont dans la même table. Donc, ça veut dire, première étape, mon premier calcul va d'abord filtrer sur les couleurs et mon deuxième calcul va filtrer sur les catégories de produits. Donc, j'ai deux colonnes qui vont me filtrer mon chiffre d'affaires à la fois. Donc, il me faut une itération. Une itération, on parle d'itération. Je filtre sur mes couleurs et je filtre sur mes produits. Donc, on fait une itération. Donc, les contextes de lignes, je fais une itération pour chaque ligne dans la table spécifiée et enregistre le tout en mémoire dans une colonne temporaire invisible et tout à la fin, fait la somme de toutes les lignes des colonnes et pose un filtre sur le résultat selon le contexte. Je viens. Merci, je viens. Les deux fonctions rapportent le même résultat si on regarde les ventes par une dimension quelconque. Mais la procédure de calcul, elle est différente. Je précise bien, les deux fonctions rapportent le même résultat si on regarde les ventes dans une seule dimension. Alors, je vais expliquer ça parce que ça peut paraître compliqué. Ici, j'ai ma dimension produit. J'ai la colonne couleur avec la table de fait vente. Lorsque je fais les contextes de filtre, j'applique le contexte de filtre sur ma dimension produit. Donc, je vais faire total CA des couleurs jaunes. C'est égal au calculate de mon total CA. Et je mets filter. Je mets la table produit, colonne couleur égale jaune. Là, j'ai filtré, ici, j'ai filtré la dimension produit sur le jaune. Maintenant, si je veux, imaginez-vous maintenant que j'ai une table produit avec la couleur et la catégorie. Et je veux filtrer sur le jaune. On a plusieurs jaunes.
on a la catégorie A et la catégorie B. Et donc, je veux mon total CA du jaune de la catégorie B. Alors, je ne peux pas faire calculate, total CA, je mets filter dimension produit, catégorie égale A, couleur égale jaune. Après, je mets virgule, je mets encore filter, couleur, catégorie égale B. Si je fais ça, je commets une grave erreur. Parce que mon premier filtre-ci va me filtrer complètement cette table au point que je n'aurai même plus les catégories B. Ça va m'afficher, je vais me retrouver à une table où je n'aurai même plus catégorie B, catégorie A. Ça va filtrer complètement ça. Donc, je vais perdre cette notion parce que je filtre sur la même table. Alors, c'est là où les contextes de ligne est important. C'est-à-dire, j'ai la même table, je vais filtrer d'abord ça et je vais filtrer dans la même table la colonne-ci et cette colonne-ci en même temps. Donc, je ne veux pas aligner deux filtres. Donc, je vais utiliser la fonction SUMX. Le SUMX permet de préciser à l'outil que lorsque tu vas filtrer la couleur là, ne change, c'est la même table et donc tu pourras aussi filtrer la catégorie. Et donc, dans ma SUMX, je vais mettre filter, produit, couleur égale jaune et je vais mettre aussi catégorie égale B. Or, ce qui est impossible lorsque si je mets somme et je mélange dans une seule fonction filter, je mets deux valeurs, ça va me générer une erreur. Si je mets somme x, il comprend que là, on a affaire à une itération, on filtre dans la même table et qu'est-ce qu'il va faire? Il pourra exécuter cela. Donc, je mets un lien là pour que vous regardiez effectivement ce qu'on appelle les itérations. Alors, quelque chose d'important qu'il faut savoir, c'est les fonctions les plus importantes en DAMS, ce sont des fonctions qu'on appelle les fonctions de Times Intelligence. Les fonctions de Times Intelligence, ce sont des fonctions qui permettent d'analyser dans le temps. Comme je vous avais dit en début de formation, on analyse toujours par rapport au temps. Lorsque tu rencontres un enfant, tu dis qu'il a grandi. C'est que tu viens de mener une analyse. Tu viens de regarder sa taille par rapport à comment tu l'avais vu il y a de cela un an. Donc, les fonctions de Time Intelligence sont des fonctions les plus importantes parce qu'on analyse toujours dans le temps. Alors, pour comprendre ici les fonctions de Time Intelligence, il faut regarder un exemple. Par exemple, quels sont les indicateurs que le business demande souvent? Il va calculer total month to date, c'est-à-dire quel est mon chiffre d'affaires du mois à ce jour. Quel est mon total quarter to date, year to date. Quel est mon chiffre d'affaires de l'année à ce jour, total year to date. Ça, ce sont des fonctions de Times Intelligence. Évaluer la valeur de l'expression pour le mois en cours jusqu'à ce jour dans le contexte actuel. La somme ou le total de ventes Internet du mois en cours jusqu'à ce jour, par exemple, c'est le total month to date, somme de cette valeur-là, et je mets la date. Donc, c'est le total month to date. Donc, va me calculer le total du mois jusqu'à la date à jour. Calcule-moi le total de quoi? Le total de ce KPI. Bien évidemment, ça c'est une mauvaise façon de faire. Comme j'ai fait, il fallait mieux calculer cette valeur avant pour avoir une valeur générique. Et tu me calcules ce total-là. Calcule-moi le total de mon CA
month to date, du mois jusqu'à ce jour. Date month to date retourne une table qui contient une colonne de date du mois à ce jour. C'est la même chose. Vous avez month to date, quarter to date, date year to date. Ça retourne une table qui contient une colonne de date de l'année jusqu'à ce jour. Le cumul mensuel à ce jour des ventes sur Internet. Si je veux avoir le cumul mensuel à ce jour des ventes sur Internet, je fais calculer somme du chiffre d'affaires, date, month to date. Vous voyez la différence ici. Ici, c'est la somme ou le total. Ici, je calcule le total de mes ventes du début du mois jusqu'à ce jour. Si je veux faire maintenant le cumul mensuel à ce jour, je fais mon calculate de ces valeurs et je le mets maintenant. Ici, vous voyez, ici, je n'ai pas de calculate. Ici, je n'ai pas de calculate. Ici, j'ai mon total de chiffre d'affaires qui est déjà calculé de façon générique et je veux évaluer son expression à une date, c'est-à-dire le mois jusqu'à ce jour. Donc, je fais une évaluation de cette valeur-ci. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, c'est une évaluation. J'évalue la valeur. Ici, je veux la calculer. Je veux calculer le cumul. Ici, je fais un calcul. Je ne fais pas une évaluation. Je veux faire un calcul. Pour calculer, je veux calculer effectivement ma valeur et je veux le mettre dans un contexte de date jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que ça va me faire? À chaque fois, ça va me faire le calcul. Donc, ça va me faire, si je veux mettre, ça va me faire le mois de janvier, février, mars. Ici, j'ai 3 euros, 5 euros, 2 euros. Ça va me faire 3 euros. Ça va me faire 5, 6, 7, 8. Ça va me faire 8 euros. 8, 9, 10. Ça va me faire 10 euros. Donc, CTRL Z. Ah, ici, j'avais 2 euros, 3 euros, 4 euros. Janvier, février, mars. Ici, lorsque j'utilise plutôt cette fonction, ça me fait 2 euros, 5 euros et 9 euros. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait un cumul. Je calcule cette valeur et je le mets dans un contexte date month to date, c'est-à-dire ça me fait cumuler mois par mois. Ici, la différence ici, c'est quoi? Je calcule, j'ai la valeur qui est calculée et je l'évalue. Je vais évaluer dans un contexte là-bas. Voilà la différence entre l'évaluation et le calcul. Le calcul, vous le mettez dans un contexte. Ici, c'est un contexte du mois jusqu'à ce jour. Du mois jusqu'à ce jour, ça va me faire des cumuls. Ici, je n'indique pas, je ne lui demande pas de calculer, je lui demande de l'évaluer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me calcule directement cette valeur-là sans faire le cumul. Donc ici, j'aurai 2 euros, 3 euros, 4 euros, sans les cumuler. Alors ici, ça va me faire le cumul. Donc, pour terminer cela, je vous donne ici un lien pour aller voir les cumuls, comment on évalue les cumuls. Donc, voilà les éléments qu'il faut comprendre un peu. C'est une introduction large. Je sais que ça va vous paraître complexe, tel que c'est expliqué, mais c'est les éléments que vous devez retenir. Je pense que ce cours, vous allez mieux le comprendre une fois que vous aurez terminé le cours de la façon pratique. Vous allez revenir, regarder ici pour comprendre le comportement de l'outil que vous allez utiliser. Très souvent, beaucoup de gens utilisent les outils sans comprendre le comportement de l'outil. L'outil vous donne certaines valeurs, vous n'arrivez pas à expliquer. Lorsque vous allez être confronté à ce problème-là, où le métier vient vous dire, ou un key user vient vous dire, j'ai calculé, mais je ne comprends pas ce résultat-là, grâce à ce cours, vous allez être capable d'expliquer aux gens pourquoi vous avez ces résultats-là. Donc, c'est un cours qui va vous paraître complexe maintenant, mais après le cours sur la partie pratique avec Pierre,
ça va devenir beaucoup plus facile et vous aurez maintenant un outil pour répondre aux métiers, le pourquoi souvent de leurs résultats, pourquoi ils ont ces résultats, ça va vous permettre d'apporter des explications. Donc, merci pour votre attention et rendez-vous dans la partie pratique avec M. Pierre Sona. À très bientôt.